En manchette cette semaine, le Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion frappe un grand coup avec Mitch Winehouse et Kiera Chaplin. Martin Larocque, porte-parole de la 20e édition de la Semaine québécoise des familles. Et le directeur général du Collège Bourget nous parle du sous-financement du réseau des collèges privés au Québec. Bienvenue à votre hebdo régional. Encore cette année, le Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion frappe un grand coup. Mitch Winehouse et Kiera Chaplin agiront à titre d'invités d'honneur et de porte-parole de la 11e édition du Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion du 19 au 23 juin prochain. Le père de la célèbre chanteuse Amy Winehouse, gagnante de 5 Grammy Awards, sera aux premières loges pour apprécier le numéro hommage qui sera rendu à sa fille à l'intérieur du chapiteau Eugène Chaplin lors du spectacle Le Grand Cirque. Yannick Gosselin, cofondateur du festival, mentionne que c'est un honneur de recevoir la visite de M. Winehouse, qu'il s'agit d'un homme très engagé dans la fondation Amy Winehouse qui l'a mis sur pied. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a à cœur la musique et les arts du cirque. On connaît le lien qui unit maintenant la famille Chaplin au festival, notamment en raison du chapiteau qui porte le nom Eugène Chaplin. Kiera Chaplin, petite fille de Charlie et mannequin de renommée internationale, accompagnera Mitch Winehouse dans le rôle de porte-parole. La petite fille de Charlie ne sera pas en terrain étranger puisqu'elle est ambassadrice pour la fondation Amy Winehouse qui vient en aide aux jeunes pour lutter contre l'usage des drogues et de l'alcool. Le 27 avril dernier avait lieu à la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion le lancement de la 20e édition de la Semaine québécoise des familles. Le porte-parole Martin Larocque, ainsi que la directrice générale du Réseau pour un Québec famille, Marie Réaume, étaient sur place pour témoigner de l'importance de la Semaine québécoise des familles. Le comité local de Vaudreuil-Soulanges, sous le thème « Réconcilions travail et famille », compte souligner la 20e édition qui se déroulera du 11 au 17 mai prochain, en donnant d'abord toute la place aux jeunes du secondaire qui ont participé à un projet d'écriture collective où ils expriment l'importance de la famille dans leur vie et en leur laissant la parole pour dévoiler la liste des moments ou activités qu'ils jugent les plus intéressants à réaliser en famille. De plus, le comité local compte réaliser un projet de médiation culturelle avec les familles de Vaudreuil-Soulanges qui participeront à la création d'une œuvre collective intitulée « Mon nid chez moi » avec l'artiste Tina Struder. Le 14 mai prochain, le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges invite la population pour la présentation d'un concept fort intéressant de promotion de l'entrepreneuriat qui a fait ses preuves depuis plus de 5 ans dans la région de la Mauricie. En effet, Shawinigan a réussi à doubler l'intention entrepreneuriale chez ses citoyens et le taux de survie des nouvelles entreprises créées sur son territoire. Pour l'occasion, Denis Morin, coordonnateur de la communauté entrepreneuriale de Shawinigan, viendra présenter le modèle des communautés entrepreneuriales et parler de l'expérience hors du commun vécue dans cette ville du Québec. L'événement aura lieu au CLD Vaudreuil-Soulanges à 14 h. Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale qui s'est déroulée du 4 au 10 mai dernier, une enquête sur la santé des jeunes a été menée par l'Institut de la statistique du Québec auprès de 63 000 jeunes, dont 5 700 élèves de la Montérégie. Celle-ci révèle qu'en Montérégie, 13 % des élèves du secondaire ont reçu un diagnostic d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires. Près de 3 adolescentes sur 10 disent ressentir un niveau de stress psychologique élevé, soit 2 fois plus de filles que de garçons. Par contre, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est diagnostiqué 2 fois plus chez les garçons que chez les filles. Le Dr Rodrigue fait savoir que l'adolescence est une période marquée par de nombreux changements et des périodes de transition importantes. En développant une relation positive et chaleureuse avec les adolescents, les parents et le milieu scolaire peuvent les aider à accroître leur estime d'eux-mêmes lors du passage à la vie adulte. Dans le cadre du programme d'activité de promotion de la santé du réseau communautaire de santé et de services sociaux, l'initiative de réseautage communautaire de Vaudreuil-Soulanges
invite la population à découvrir les causes du stress ainsi que des pistes susceptibles d'aider à mieux le maîtriser. Le docteur Darrell Johnson, psychologue, présentera une conférence sur la gestion du stress en portant une attention particulière aux personnes âgées et aux proches aidants. Cet événement gratuit qui se tiendra le 13 mai prochain à 19 h à l'école élémentaire Mount Pleasant à Hudson est le troisième d'une série de 5 conférences visant la promotion de la santé à l'intention de la communauté d'expression anglaise de Vaudreuil-Soulanges. Le service d'intégration des immigrants de Réseau Emploi Entrepreneurship invite les nouveaux arrivants à une rencontre d'information dans ses locaux à Vaudreuil-Dorion sur les services de santé offerts par le CI3S Montérégie-Ouest, secteur de Vaudreuil-Soulanges, le 21 mai prochain à 9 h. Lors de cette rencontre d'information gratuite, les personnes immigrantes de la région pourront en apprendre davantage sur le fonctionnement du système de santé dans la région et sur les services offerts dans la région. Le 2 mai dernier avait lieu l'inauguration par le Cercle des fermières de Vaudreuil de l'exposition Tricot Graffiti au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion. Pour marquer son 100e anniversaire, la Fédération des cercles de fermières du Québec a voulu créer un événement rassembleur pour ses membres. C'est ainsi que partout au Québec, il est possible de suivre la route du tricot graffiti. Le projet Tricot Graffiti vise à recouvrir le mobilier urbain de tricot dans un lieu de rassemblement public. C'est plus de 300 mètres carrés de tricot qui recouvrent le parc Valois jusqu'au 20 août. La Maison Félix-Leclerc est fière d'accueillir l'exposition de photos L'Antarctique revisitée par Martin Leclerc du 16 au 18 mai prochain. Martin Leclerc, fils aîné de Félix Leclerc, était le directeur photo lors du tournage du film Le Dernier Continent. C'est par le biais de plus de 200 photos que les visiteurs découvriront la beauté de ce continent et les dessous de l'expédition de Jean Lemire à bord du Sedna 4 en 2005 et 2006. Martin Leclerc a capté avec son appareil des photos d'une grande beauté de la nature et de l'équipage pendant un voyage qui a duré près de 15 mois. Tout au long de sa carrière comme caméraman à l'ONF, Martin Leclerc confie qu'il a toujours traîné son Leica partout où les tournages le menaient. L'Antarctique est l'aboutissement d'un rêve qu'il avait depuis longtemps. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général du Collège Bourget de Rigaud, M. Jean-Marc Saint-Jacques. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, monsieur. Ça fait combien d'années que vous êtes directeur général au Collège Bourget de Rigaud? Ça fait déjà 22 ans. J'ai commencé en juin 1993 et avant, j'étais professeur ici, donc ça fait 27 ans que je suis ici à Rigaud. Ah oui. Et puis le Collège Bourget fête bientôt combien d'années? 165 ans. Il a été fondé en novembre 1850. Il aura 165 ans en novembre 2015. Puis depuis, la clientèle a dû pas mal évoluer. Ah mon Dieu, ça a complètement changé. Au début, c'était l'école des commissaires, une petite école dans le centre du village, une soixantaine d'élèves, et on est monté ensuite, devenu le plus grand pensionnat. Il est monté jusqu'à 900 pensionnaires. Maintenant, il y a moins de pensionnaires, mais il y a du secteur primaire. On a à peu près 1500 élèves. 1500 élèves ici qui viennent ici à chaque année. Et il y a une trentaine qui nous arrivent de 4 autres continents, là, des élèves internationaux qui résident au pensionnat et dans des familles d'accueil les week-ends. Puis vous êtes aussi le président de la Fédération des établissements d'enseignement privés au Québec. C'est une fédération qui regroupe à peu près la majorité des écoles privées francophones, donc à peu près 110 000 des 125 000 élèves au privé. Il y a 2 autres fédérations, une pour les écoles anglophones et une pour les écoles juives. Donc ça regroupe des petites écoles préscolaires, primaires, secondaires, des écoles qui offrent les 3 services, des écoles plus grandes dans toutes les régions du Québec. Il y en a dans toutes les régions du Québec. À l'exception de l'Abitibi, la Gaspésie, on trouve des écoles privées dans toutes les régions du Québec. Ah oui, ah oui. Et puis le secteur du réseau privé francophone est subventionné par le ministère de l'Éducation. Et là, actuellement, les collèges privés sont victimes de sous-financement. Depuis l'été 2014, il y a eu une grosse coupure. Bon, le gouvernement a changé en avril, avant qu'il y ait un nouveau ministère de l'Éducation. On a su ça au mois de juillet officiellement. Des coupures importantes de 24 millions dans le réseau privé, le transport scolaire en partie, des subventions, ça fait que c'était très dur à vivre. Et pour l'année 2015-2016, on ne le sait toujours pas encore. On nous a promis avant la fin de l'année scolaire d'avoir des chiffres, là. Mais ça devient difficile parce qu'il faut voir, si je mettais ça simple, si j'avais la subvention d'il y a 5 ans, ça n'avait que suivi le coût de la vie. Oui. Actuellement, j'aurais 800 $ de plus par élève.
Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, on veut bien couper dans les services, pas dans les services, mais l'organisation de l'école, faire attention dans les travaux, faire attention partout, mais il y a comme une limite actuellement. Il y a les infrastructures aussi, là, Voilà, qu'il faut toujours mettre à jour. Beaucoup de nos niveau. écoles sont des écoles patrimoniales, qui est des écoles, la plus vieille école du réseau privé était fondée sous la colonie française. Alors, ça veut dire quand il y a restauration, restauration, il y a tout le protocole de la restauration. Tout à fait, qui demande beaucoup de sous et de temps aussi. Mais actuellement, c'est ce qu'on dit, c'est que la capacité de payer des parents a comme atteint une limite, parce que oui, l'école pouvait augmenter, mais l'électricité augmente, les frais de garderie augmentent, les frais d'alimentation augmentent, et les revenus de base n'augmentent pas des parents. Alors là, on est comme rendu à une limite là, de ce qu'on peut faire comme compression et demande aux parents. On dit qu'au Québec, la proportion d'élèves qui fréquentent le secteur privé est plus élevée que la moyenne canadienne. Comment on explique ça? D'abord, actuellement, ça c'était ce qu'on a toujours dit, mais il y a 2 provinces maintenant qui nous rejoignent un peu, entre autres l'Alberta. Et il faudrait toujours faire attention avec l'Ontario. L'Ontario, il y a seulement 5 des élèves au privé, mais vous avez 2 réseaux publics. Vous avez les écoles dites séparées catholiques et les autres écoles. Ça fait que les parents ont déjà un choix dans le public entre 2 réseaux. Okay. Et en plus, alors ça, c'est une autre réalité. Mais quand on regarde au Québec, c'est un réseau historique. Quand on a créé le ministère de l'Éducation dans les années 60, on a voulu respecter des écoles qui avaient traversé le temps. Il y en a, qui, comme je vous disais tantôt, qui ont 3 siècles d'histoire. Alors, on a voulu maintenir ça. Et pour pouvoir maintenir ces écoles-là, on a assuré un certain financement. Parce que dans la Charte des droits et libertés, on dit que le parent a le libre choix de l'école en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'il souhaite pour son enfant. Mais pour rendre ce choix-là faisable, bien, il faut que ce soit accessible financièrement. C'est comme ça qu'on avait maintenu le financement. Et on l'avait fait dans les années 90, on avait convenu que c'est autour de 60 de ce qu'on appelle l'enseignement, donc tous les services éducatifs. Et là, ça a diminué avec le temps, mais ça, c'est ce qui avait été convenu. Et on n'en demande pas plus. Là. On n'a jamais demandé d'être financé à 100 ou 90 comme en France. Les écoles privées en France, ils sont financés à 90 puis c'est reconnu par l'État. Oui, et si le financement était retiré là, Ce qu'on prévoit, c'est retirer le financement. Il resterait quelques écoles, probablement dans les 2 grands centres, le Québec, Montréal, et peut-être une... Ça fera augmenter les frais. De façon imposante. Un enfant au privé, pour être bref, clair, l'État verse environ 4 500 à 5 000 $ et par enfant. S'il allait au public, oui, le double. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un enfant quitte le secteur privé pour aller au public, il n'y a pas plus d'argent. Il y en a plus dans la commission scolaire, parce qu'elle va recevoir les subventions du gouvernement, mais dans les poches du ministère de l'Éducation, il y en a beaucoup moins. Oui. Et ensuite, c'est que le fait que 2 réseaux, l'OCDE dit elle-même, dans ses analyses, là où il y a 2 réseaux qui se stimulent l'un l'autre, la qualité d'éducation est supérieure. Alors, on a une très bonne qualité d'éducation au Québec, quoi qu'on en dise dans certains médias. Nos élèves performent très bien à l'international dans les domaines de mathématiques, sciences, langue première, la langue, que ce soit le français ou l'anglais, dépendant des examens. Mais nos élèves performent bien. Alors, il y a une émulation. S'il y a un bon coup au secteur public, mais les écoles privées le regardent, voient ce qu'elles peuvent faire. Puis s'il y a un bon coup au privé, on le voit au public. Alors, on s'attire vers le haut. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire qu'un parent, lui, selon la Charte des droits que vous avez soulevée tout à l'heure, il doit avoir le choix d'inscrire son enfant au privé et au public. Et en plus, n'oubliez pas que le parent qui vient au privé, oui, il paie des frais de scolarité, il en paie à peu près 50 de ce que ça coûte l'école. L'État en paie à peu près 50 mais il continue à payer ses taxes scolaires, il continue à payer son impôt pour faire vivre le réseau public aussi. Là. Alors, le fait que le parent vient chez nous, ça ne se retire pas l'argent du secteur public au niveau des subventions de base et les retours. C'est sûr que si on a moins d'élèves, l'école, dans une commission scolaire, en reçoit moins, mais pour l'État, c'est... Et là, actuellement, la bataille, si on veut, de la Fédération, c'est de revendiquer, de maintenir le Maintenir, niveau? tout à fait. De maintenir et on va plus loin. On dit, OK, on nous a fait souvent le reproche à l'école privée de ne pas accueillir les élèves en difficulté. Dans les faits, maintenant, avec les statistiques qui sont mises à jour, on a à peu près 10 des élèves dans le réseau privé qui sont des élèves en difficulté. On parle de 20 au public. On dit très bien, mais on n'a aucun sou, nous. Si on veut engager un orthopédagogue, un psychologue, un psychopédagogue... Le réseau privé doit assumer tous les frais. Donnez-nous des sous pour ces gens-là. Ces services-là. Et à 60 comme vous faites pour les élèves réguliers, et on va aller rechercher des élèves en difficulté dans le réseau public. Nous allons en prendre plus, il y en auront moins, donc ça va faciliter leur travail. Et nous, on va les amener à la diplomation et on veut contribuer. On comprend que l'État doit resserrer, elle ne peut pas vivre de déficit sur déficit, on comprend très ça, mais pour faire notre part, nous, on dit, donnez-nous les moyens d'accueillir plus d'élèves en difficulté et on va participer à cette dimension-là et on va aider l'État québécois, on va les diplômer.
Et puis les grands défis là, pour les prochaines années? Écoutez, j'assistais à un congrès sur le développement technologique, les tablettes électroniques, on parle des iPads principalement. La façon d'apprendre des jeunes a complètement changé en 20 ans. Leur rapport à la connaissance, leur rapport à la maîtrise des sciences, du français, ça a complètement changé. Et il faut outiller les jeunes, ou en tout cas leur donner une vaste culture, leur donner un esprit critique. Les enseignants, ils étaient prêts à ça? Est-ce qu'ils vont Il faut faire beaucoup de formation. Il faut continuer de faire de formation parce qu'on est en train de former les jeunes qui vont gérer les entreprises ou l'État en 2050. C'est quoi les besoins de 2050? Je n'en sais rien, mais je suis sûr qu'on aura besoin de jeunes qui ont un esprit critique, qui sont capables de communiquer en français, en anglais, à l'oral, comme à l'écrit, peut-être dans une troisième langue, qui sont ouverts sur le monde, qui ont une vaste culture. Donc, l'école doit s'adapter et faire en sorte que le jeune soit capable d'apprendre tout au long de sa vie. Avant, on finissait la 7e année de l'âge de mon père. Nous, c'était le secondaire, pour certains au collégial. Et là, c'est terminé. Maintenant, non, il faut, au-delà qu'ils fassent des études collégiales ou universitaires, il faut qu'ils aient les outils, les moyens, les compétences nécessaires pour être capables d'apprendre tout au long de leur vie. Et ça, le Collège Bourget, c'est les défis à venir, comme tous les autres collèges privés au Québec. Tout à fait. De garantir une qualité d'éducation, une rigueur dans l'éducation, mais aussi une ouverture sur le monde, avec et qu'on fasse ça aussi dans la joie, que l'école, c'est pas un lieu de misère, là. C'est un lieu où il fait bon vivre, puis on peut apprendre, et que c'est intéressant d'apprendre. Donc, de cultiver ce désir de la curiosité, du développement de l'esprit intellectuel. En terminant, là, je sais que le Collège Bourget a des projets avec l'UNESCO. Oui, le Collège Bourget, depuis quelques années, a fait 2-3 petits mouvements. Là, entre autres, c'est une école reconnue de l'UNESCO. C'est la première école secondaire privée qui a eu le statut d'école UNESCO au Québec, parce qu'on pense que les valeurs de démocratie, de paix, de justice sociale sont importantes. C'est un élément, mais aussi ce qu'on a mis sur pied depuis 2 ans, c'est une classe à effectif réduit pour les élèves qui ont beaucoup plus de difficultés avec l'aide d'un orthopédagogue. Des fois, on était obligé de les refuser parce qu'on trouvait que c'était terrible de faire payer les parents puis on n'était pas capable d'assurer le succès. Là, on a une classe comme ça en première, deuxième, secondaire. Ces élèves-là progressent à leur rythme et reprennent le chemin des classes régulières en troisième, secondaire. Et on n'est pas encore rendu en 5e. On espère que ça va mener à la réussite. Mais il y a des défis comme ceux-là qui nous touchent beaucoup. Et de continuer à être une école ouverte sur le monde comme elle l'est, et de se mettre en lien avec les écoles d'aviateurs qu'il y a en Afrique, en Haïti, au Pérou, etc., à travers le monde. Monsieur Saint-Jacques, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Grande Foire communautaire est de retour pour une 2e année le 16 mai prochain au Parc Chartier-de-Lotbinière à Rigaud. Cet événement organisé dans le cadre de la campagne de promotion de l'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges a pour objectif de mettre les organismes en vedette afin de mieux les faire connaître à la population. L'endroit sera aménagé pour l'occasion sous la forme d'une foire et des dizaines d'organismes y présenteront les services et activités qu'ils offrent aux jeunes, aux familles et aux aînés de la région. Durant l'événement, les visiteurs seront invités à participer à une création collective dirigée par Alexandro Sen, artiste peintre. L'équipe de la télévision communautaire C'est sur la télé sera sur place toute la journée. Le Centre Notre-Dame de Fatima offre encore cette année ses camps de jour pour les enfants de la région. Cet été, les enfants entreront dans l'univers de la citadelle de l'arbre éternel. Au travers d'une thématique enchantée et mystérieuse, ils découvriront des personnages à la fois attachants et drôles. De nouveaux programmes seront offerts, tels le kayak de rivière, l'initiation au canot, le zumba tonique, le cosmodome et l'univers du cirque. Vous êtes invités à venir visiter les installations dimanche le 24 mai de 10h à 15h. Le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges tient à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont manifesté leur reconnaissance et leur appui dans la volonté de maintenir intacte la mission du Carrefour et l'accessibilité des services à tous les jeunes de la région. Malgré les incertitudes des derniers mois et les changements imposés dans le mode de financement et les structures de services par le gouvernement du Québec, le Carrefour continue d'être là pour accompagner et guider les jeunes de 16 à 35 ans de la région dans leur démarche d'insertion sociale et économique. Alors, c'était votre hebdo régional. Je vous convie à la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien. Merci.
aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la coop C'est sûr. Avec le marché éco-local, la coop C'est sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, des fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, j'ai réduit ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur leur territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit, comme on l'entend habituellement, plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre à des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare. Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, mais cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer, un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté.
les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Alors, ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent, dans le fond, à cette économie-là de s'épanouir puis d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population.